Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer une heure ensemble. Nous allons parler de cybercriminalité, nous allons parler des risques qui malheureusement pèsent sur votre entreprise. Et pour ce faire, j'ai demandé à deux experts de nous rejoindre. Donc David Muser, président fondateur de Risk Attitude, nous présentera un petit peu sa structure. Et Maître Lamont, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies, qui viendra également nous apporter son éclairage. Donc, juste deux mots, chacun pour vous présenter. Merci déjà pour l'invitation. David Muser, 44 ans, marié depuis 26 ans, passionné de cyber, passionné de risque et surtout passionné de solutions pour aider les petites entreprises à réussir ses projets. Merci. Alors, Bernard Lamont, j'anime un cabinet de niche spécialisé en propriété intellectuelle et technologie de l'information. Ça veut dire qu'on ne fait que ça. Conseil et contentieux à destination des entreprises pour tirer le meilleur parti du nouveau monde, d'où le monde de la data, du logiciel, Internet, etc. Très bien. Merci à vous deux pour cette présentation. En ce qui me concerne, donc Christian Belval, directeur des spécialités chez Verlag, et donc très attentif à vous donner les meilleurs conseils pour que vous puissiez entreprendre dans un minimum de risques. Alors aujourd'hui, on va vous parler en effet d'abord des risques pour un trait au cyber. On va essayer de vous donner quelques éclairages sur ce qui caractérise cette nouvelle menace qui pèse sur votre entreprise, sur votre activité. On parlera donc des enjeux, on parlera des tendances. Et très vite, on va aller après sur les conseils qu'on a à vous apporter là-dessus. On va essayer d'être extrêmement concret pour que vous puissiez, à la fin de cette heure passée ensemble, pouvoir déjà prendre des mesures dans votre structure, être mieux protégé, être mieux informé pour que cette cybercriminalité n'affecte pas votre activité au quotidien. Et à la fin, je vous parlerai des solutions d'assurance qui existent en la matière. Mais de notre point de vue, le plus important déjà, c'est que vous soyez armés dans votre quotidien pour éviter d'être la cible des cybercriminels. Alors, je vais juste vous présenter deux petits slides qui présentent les risques cyber aujourd'hui, de quoi on parle quand on parle de cybercriminalité. Donc, deux slides qui vont vous permettre d'avoir une vision un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le risque le plus important, c'est la demande de rançon, ce qu'on appelle le ransomware. Vous verrez dans le slide suivant qu'il y a une forte croissance de ce type de menace. Et tout de suite derrière, vous avez des attaques plus traditionnelles de déni de service. Alors, si vous avez dans votre activité des bases de données hébergées ailleurs, si vous avez vous-même des sites Internet avec lesquels vous êtes amené à faire du business, ou si tout simplement vous travaillez avec des données qui ne sont pas hébergées sur vos systèmes, ne plus avoir accès à ces données, ça peut être extrêmement préjudiciable pour l'activité. Les attaques virales générales, ça existe encore. On a encore des entreprises qui soit voient leurs données disparaître, être altérées, du fait d'un virus à l'ancienne, entre guillemets. Vous savez, le virus qu'on attrapait par une clé USB ou par un mail malveillant, ça existe encore. C'est encore quelque chose de très important. Donc, n'oubliez pas les mesures traditionnelles de protection de votre entreprise. La fraude externe, c'est malheureusement quelque chose qui a tendance à coûter extrêmement cher aux entreprises. Donc, c'est quelque chose sur lequel également vous devez vous prémunir. Et il y a après tous les autres risques. Le deuxième slide vous présente en fait deux typologies de sujets. Le premier, c'est ce que vous avez en bas, c'est le fait que le ransomware est une tendance qui a énormément grandi ces dernières années. Il y a encore 10 ans, personne ne parlait de ça parce que peut-être aussi nos systèmes d'information étaient moins fragiles, parce que moins ouverts sur l'extérieur. Vous voyez que ces 3 dernières années, on l'a dit tout à l'heure, c'est la menace principale, mais vous le voyez, ça a énormément grandi. Vous avez affaire aujourd'hui à une criminalité extrêmement organisée. Retenez bien ça, on va en reparler après. Cette criminalité est très organisée et ce sont des gens, c'est plus le petit hacker qui est dans sa salle de bain ou dans sa cave en train d'essayer de rentrer dans votre entreprise. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont une seule vocation, c'est à faire le maximum de profit grâce à ces. Et vous voyez quelques chiffres au-dessus. Vous avez également des nouveaux risques autour de l'email. Vous recevez des tonnes d'emails toutes les semaines. Considérez que il y a des mails sur lesquels il faut peut-être avoir un petit temps de latence avant
avant de réagir. Et on en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera des différents conseils. Voilà, c'était juste 2 petits slides pour démarrer, pour vous dire un petit peu quels sont les risques sur lesquels nous allons maintenant passer à la phase un petit peu de l'analyse. Alors, on parle de risque informatique, on parle de données, on parle beaucoup de données privées. Si on devait parler des risques, mettre autour de tout ce qui est cyber, qu'est-ce qui caractérise en fait ces risques aujourd'hui selon vous? L'actif d'une entreprise, son patrimoine, sa richesse, c'est constitué de biens immobiliers, de machines et de plus en plus de données sous forme, alors parfois on dit sous forme virtuelle, ça n'a rien de virtuel, c'est très réel, mais c'est sous forme numérique. Votre fichier client, votre savoir-faire, vos méthodes de travail, les plans pour un architecte qui sont en fait le produit de son savoir-faire, etc. Les exemples sont très nombreux. Et le mode même de fonctionnement de l'entreprise, avec des logiciels plus ou moins intégrés, plus ou moins complexes, tout cela fait que la richesse de l'entreprise, elle est exprimée sous forme numérique. Et la fragilité de l'entreprise, c'est sa richesse, c'est son talent d'Achille. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a plus son logiciel de facturation, par définition, elle ne peut plus dégager de chiffre d'affaires. Une entreprise dont le système est piraté, pris en main, c'est une entreprise dont le compte bancaire peut être totalement siphonné. Voilà, ce sont aujourd'hui, on est dans le nouveau monde, le monde de l'informatique, de la data, pour tous les métiers. Ça s'exprime avec des outils numériques et c'est une richesse, c'est un ensemble d'opportunités, ça constitue aussi des menaces. Très clair. Il n'y a pas de zone de non-droit, mais le droit ne peut pas tout. On parlera tout à l'heure des conseils qu'on peut donner, mais déjà, l'entreprise elle-même, quand elle détient des données, elle est responsable de ces données. Alors, d'abord, il n'y a pas de zone de non-droit. Ça, c'était une vieille expression au début des années 2000. Vous comprenez, quand on se fait pirater, la police ne peut rien faire, les gendarmes ne peuvent rien faire, ou le droit ne peut rien faire. C'est inexact, le droit s'est très vite adapté. La difficulté, c'est que parfois, les voleurs sont beaucoup plus rapides que les policiers. Quoique les policiers et les gendarmes se sont organisés très vite. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de non-droit. Le droit s'est très bien adapté, à tel point d'ailleurs qu'on a tenu compte de cette richesse et de ces risques pour imposer de nouvelles obligations aux entreprises. Alors, dans le système bancaire, ça fait très longtemps que les banques ont obligation de sécuriser leurs serveurs parce que c'est notre argent qui est dedans, pour parler très clair. Et ces obligations sont à la charge aujourd'hui de tout prestataire économique. Par exemple, dernier exemple, c'est l'entrée en application du règlement sur les données personnelles, qui n'est que la loi informatique et liberté version 3, on va dire, qui impose à tout détenteur de données à caractère personnel, fichiers clients, etc., de prendre des précautions minimum pour ne pas se faire pirater. Voilà. La première donnée personnelle qu'ont tous les chefs d'entreprise, c'est le fichier des collaborateurs. Ce fichier-là, il est normalement hébergé dans des systèmes SIRH. Comment on fait? Parce que finalement, nos clients sont souvent travaillent avec Sage, ils travaillent avec ADP, etc. Il faut qu'ils soient attentifs à ça aussi. Absolument. Il y a une grande partie des données à caractère personnel dans les entreprises qui sont les données des collaborateurs, des salariés. Et ces données sont soit sur les serveurs de l'entreprise, mais de plus en plus souvent sont hébergées à l'extérieur chez des prestataires en SaaS, software as a service, donc c'est accessible par votre navigateur Internet. Et bien évidemment, les données, vous ne les avez plus matériellement sur vos disques durs. Dans ces cas-là, le règlement sur les données personnelles vous oblige à prendre un certain nombre de précautions avec vos prestataires. Une des premières choses à faire, c'est interroger votre prestataire de paye, pour aller vite, en lui disant mais quelles précautions avez-vous prises, quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez en œuvre,
Et dans la relation entre vous et nous, quelle est la limite de qui fait quoi et qui est responsable de quoi? Si votre prestataire est plutôt à jour, ils ne le sont pas tous, certains sont en train de se mettre en conformité avec le règlement. Vous aurez un projet de contrat, un modèle de contrat, vous aurez des conditions générales qui disent clairement qui est responsable de quoi. Chez moi, je suis responsable de mes mots de passe et identifiants, mon login mot de passe, ça c'est logique. En revanche, mon prestataire est responsable de lutter de manière raisonnable contre toutes les tentatives d'intrusion, tous les piratages, etc., etc. Et le règlement général sur les données personnelles impose à cet ensemble, moi en tant que client et l'autre en tant que prestataire, toute une série d'obligations. Par exemple, si nous sommes piratés, nous, c'est les données personnelles dont je suis responsable, mais qui sont traitées par un prestataire à l'extérieur, j'ai 72 heures pour prévenir la CNIL. Et déjà, la CNIL a publié un bilan hier ou avant-hier qui indique que depuis le 25 mai, il y a plus de 700 violations de données, fuites de données, qui ont été déclarées à la CNIL. Ça n'est que le début, parce que tout le monde n'a pas conscience que lorsqu'on se fait voler l'ordinateur avec toutes les données personnelles de l'entreprise dessus, on doit le déclarer à la CNIL. C'est aussi une violation de données, c'est une fuite de données, puisque le voleur va pouvoir avoir le temps de craquer votre mot de passe, si vous en avez un, et va avoir accès à des données, des informations confidentielles. On a les données des salariés, et le grand autre traitement, c'est les données des clients, quand on a notamment une base de données clients de consommateurs, d'individus. Évidemment, si je travaille avec 10 entreprises, j'ai une quarantaine de contacts, 4 par entreprise, on va dire, mais si j'ai 100 000 ou parfois 2 millions de gens qui m'ont acheté un micro-panier de 5 ou 10 euros, et là, j'ai 2 millions de données personnelles dont je suis le gardien et le responsable du jeu de la loi. D'accord. Alors, je vois qu'on a une première question sur ce sujet. Alors, j'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, qu'en cliquant vers le bas de l'écran, vous avez une petite icône qui vous permet de poser des questions en live. Donc, on va faire en sorte de les traiter au fur et à mesure pour qu'il y ait une vraie interactivité entre vous et nous. On ne vous voit pas, vous nous voyez, mais en revanche, vous pouvez nous poser des questions et on y répondra bien volontiers. Alors, la question qui est celle-ci, quel est le recours contre mes salariés en cas d'un manque de vigilance? C'est vrai que là, on était en train de dire, voilà, l'entreprise doit faire attention. Mais une entreprise, c'est un dirigeant et des collaborateurs. Est-ce que le dirigeant peut être tenu responsable d'un manque de vigilance de ses collaborateurs et comment lui-même peut se protéger vis-à-vis de ça? Alors, la première chose, c'est que quand un salarié commet un acte dans l'exercice de ses fonctions, par principe, sauf si c'est une infraction pénale très grave, c'est l'entreprise qui en est responsable. Et ça, c'est un principe qui est posé en droit français depuis toujours. La réalité, c'est que pour s'exonérer de sa responsabilité de chef d'entreprise et pour dire mon salarié a commis plus qu'une maladresse ou une malhonnêteté, il va falloir démontrer que vous avez formé vos équipes, vous leur avez fait suivre un minimum de formation. Vous avez même fixé des règles précises à ce sujet, ça s'appelle une charte informatique. Il y a de très nombreuses entreprises où la charte est inexistante ou alors d'une qualité déplorable. Et derrière, que vous avez mis en place des moyens de contrôle, on va dire, raisonnables. Je prends un exemple. Vous avez un logiciel de gestion de la relation client, un CRM, sur lequel vous indiquez que le client s'appelle Gérard. Et on sait que dans la zone commentaire, eh bien, si M. Dupont est difficile au téléphone le vendredi à 17 h, le commentaire sur M. Dupont ne va pas être très, très agréable. Et puis, même, il va être interdit par la loi. On ne vous demande pas de tout nettoyer, d'avoir 0% d'erreur. Mais on va vous demander, si la CNIL notamment fait Commission nationale informatique et liberté fait un contrôle, ou le Conseil de prud'homme tranche le sujet, pour ça aussi, c'est à prendre en considération, on va vous demander la preuve que vous avez fait de la pédagogie auprès de vos salariés et vous avez fait des contrôles raisonnables, proportionnés. C'est un peu le temps du canon à refroidir dans le vieux sketch de Fernand Reynaud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de la criticité des données, ça dépend de leur caractère sensible. On ne va pas attendre la même
chose de la part d'un hôpital qui a des centaines de milliers de fiches de patients avec des détails très intimes sur ce dont on souffre comme pathologie, et de l'autre côté, un géomètre expert qui a 50 clients en carnet d'adresse. Très bien. Merci beaucoup. D'un point de vue protection, d'un point de vue risque, on parle beaucoup de data, on parle, je veux dire, aujourd'hui, on a tous des outils nomades, etc. Qu'est-ce qui caractérise un peu le risque comment on peut caractériser ça un petit peu? D'où vient le risque et comment ça se passe? Alors, déjà, la première des choses, c'est quand on parle de détournement de données d'information, les données d'information sont très larges. Par exemple, aujourd'hui, dans le dark, qui rappelle, le dark est en fait… Donc, le dark web, c'est voilà. pour les gens qui, comme moi, n'ont pas l'habitude d'aller autre part que sur Facebook et sur LinkedIn, c'est le web un peu opaque sur lequel il se passe des choses, parfois un petit peu de criminalité, pas que, mais quand même. Voilà, c'est l'endroit où on peut aller acheter en fait, des données d'information. Notamment aujourd'hui, ce qui est très à la mode, pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai accès au dark, effectivement, puisque en tant qu'expert cyber, mieux vaut connaître son ennemi, pour ceux qui connaissent dessous, connaître par où on peut avoir mal. Donc, en l'occurrence, les données d'information, elles sont diverses et variées, qu'elles soient à titre personnel, que ce soit des photos, que ce soit des RIB. Aujourd'hui, la donnée qui est le mieux attaquée, ou du moins qui est le mieux vendue, sont les données médicales, non pas les dossiers médicaux, mais les numéros de sécurité sociale et l'adéquation avec le nom de la personne et l'adresse. Entre 50 et 80 $ la donnée. Du coup, on se dit, mais alors on peut t'attaquer régulièrement. Ben oui. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, je pense, en premier lieu, c'est déjà de savoir quelles données rentrent dans ce qui est intéressant pour un hacker ou un cybermalveillant. Quelles données, ça veut dire que ce soit sur son bureau, que ce soit son bureau informatique, c'est déjà de faire un tri. Parce qu'on parle de données d'information, certes, mais aussi on parle de données d'information confiées. Pour des professionnels comme des géomètres experts ou type d'activité, les entreprises sont amenées à vous donner des données qui leur sont eux aussi très stratégiques et économiques. Ces données que vous avez en sauvegarde peuvent énormément intéresser un concurrent international qui, pour des raisons diverses ou variées, et pour attaquer, entre guillemets, stratégiquement, économiquement son concurrent, bien va être amené, pourquoi pas, à utiliser des données qui se trouvent sur le web. Pour trouver les données qui sont sur le web, c'est simplement de regarder et de lancer en fait, des messages d'alerte pour essayer de récupérer l'ensemble de ces données. La première des choses, c'est quelle donnée est sensible et quelle donnée n'est pas sensible. Ça, c'est vraiment nécessaire. La deuxième, à partir du moment où tous les prestataires informatiques mettent des protections, pour moi, il est déjà trop tard. Parce qu'une protection va limiter en fait la donnée qui est partie. On prend l'exemple de deux entreprises concurrentes. Une entreprise concurrente récupère le fichier client d'un autre. Quelle que soit la manière, eh bien, même si on sait que c'est le concurrent qui a récupéré ce fichier, déjà trop tard, l'activité commerciale a déjà été effectuée ailleurs. Donc la protection, c'est bien, ça peut limiter le vol, mais le mieux étant la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation des collaborateurs, la sensibilisation des parties prenantes de votre entreprise à être vigilant sur les échanges d'informations. On a au préalable, bien sûr, déterminé comme sensible ou non sensible. En gros, on arrête d'envoyer des fichiers Excel avec les salaires de son équipe à son prestataire, etc. Si on a besoin de faire des choses comme ça, on le fait autrement, quoi. Vous prenez le cas, par exemple, d'un économiste de la construction amené à travailler pour une industrie qui doit faire une extension d'usine et qui, par le biais de sa réglementation, doit déclarer ça à la préfecture au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Tous ces dossiers et tous ces éléments sont extrêmement sensibles. Ces données ne doivent pas transiter ni par mail. Mais alors, comment on fait? Est-ce qu'on vient avec ses propres serveurs quand il est un économiste, donc ses disques durs jusque chez son client, ou est-ce qu'on échange par mail? Maintenant, on n'échange ni par mail, ni avec ces données. Simplement, il existe des modes techniques simples à avoir. On évite bien sûr les clés USB. On échange déjà les données qu'on doit s'informer. Tout dossier d'ICPE, en l'occurrence, doit avoir quand même des précisions sur le travail des uns et des autres. L'identification des données reste essentielle. Essentielle, pourquoi? Parce qu'en identifiant déjà là où on peut se faire avoir, on peut se faire filer d'informations, il suffira simplement d'agir. Ouais. C'est la nécessité. Il y a une question qui arrive également.
Moi, je suis 100% Apple. Est-ce que je suis bien protégé? Pourquoi pas? L'ensemble, on dit toujours, de toute façon, l'équipement Apple a toujours été considéré comme un équipement anti-spam. Si on est équipé d'Apple, donc d'un système de réception de mail, on reçoit moins de spam et on est sécurisé. C'est vrai. Seulement, le concurrent, lui, a recruté des techniciens d'Apple en sécurité. Aujourd'hui, on pourra avoir tendance à dire que chez Android, on a maintenant des niveaux de sécurité qui sont optimaux. Globalement, qu'on soit chez Apple ou chez Android, peu importe. Les grands groupes ou les grands donneurs d'ordre dans le domaine informatique, aujourd'hui récompensent les particuliers ou les professionnels qui sont amenés à mettre en avant une faille de sécurité informatique. D'où les mises à jour, puisque les mises à jour informatiques que vous effectuez, c'est pour patcher sur les niveaux de sécurité détectés par l'ensemble, et non plus d'un pays ou d'une région, mais de la planète entière. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera des conseils de la bonne hygiène numérique. Mais entendez bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, vos outils nomades sont la proie des gens qui sont les criminels du web, de l'Internet. Aujourd'hui, si vous connectez en Wi-Fi dans un hôtel, si vous connectez en Wi-Fi dans une gare, si vous connectez dans un fast-food bien connu avec un M, entendez une chose, c'est qu'autour de vous, vos données sont 100% accessibles. D'accord? 100% accessibles. Aujourd'hui, il existe des protections pour les smartphones, des gens de firewall, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il existe des technologies qui permettent de sécuriser la partie professionnelle de vos outils numériques. Et ça, je pense que ça devient maintenant vraiment indispensable de crypter les données, de crypter les emails, de crypter les données sensibles, parce que malheureusement, le Wi-Fi, c'est le vecteur numéro 1 de captation d'informations. Le danger est vraiment réel. Le danger est vraiment réel. En termes de tendance, on a une nouvelle loi autour du secret des affaires qui est intervenue. Est-ce qu'aujourd'hui, ça protège mieux l'entreprise? Est-ce que ça a des incidences par rapport au risque qu'on vient de voir juste à l'instant? Oui, ça protège mieux. Ça protège mieux dans une circonstance qui a été évoquée tout à l'heure, c'est la mauvaise manière faite par un concurrent. On va parler clair. Vous avez le pirate sauvage, alors la caricature c'est avec un sweatshirt à capuche, on va dire. Et puis vous avez la méchante attaque faite par un concurrent qui simultanément va débaucher un salarié, récupérer un fonds de disque dur, où vous avez quand même toute la richesse intellectuelle de l'entreprise. Posez-vous la question, parfois, moi j'ai vu une société faisant un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros, dont le cœur du savoir-faire reposait sur un fichier faisant quelques centaines de kilooctets. Parce qu'en fait, le cœur du cœur, alors je ne parle même pas de la fameuse recette du Coca-Cola dont on dit que c'est le secret, mais dans beaucoup d'entreprises, le cœur du savoir-faire peut s'exprimer en quelques pages, quelques formules mathématiques, etc. Cet été est passée une loi protégeant le secret des affaires. Alors, 2 ou 3 caractéristiques très simples. Premièrement, ça protège les secrets d'affaires de manière hyper large. Jusqu'à présent, on avait des catégories. Là, la définition veut être très large. On a 2 ou 3 conditions. Il faut que le secret ait une valeur économique. Heureusement, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et qu'il soit protégé raisonnablement. On va prendre en compte la taille de l'entreprise, son efficacité aussi et son organisation. On ne va pas attendre la même chose d'une TPE, une PME, une grosse entreprise et une entreprise du CAC 40. Mais dans tous les cas, ça n'est que curatif. C'est-à-dire le jour où, vous le disiez tout à l'heure, le mal est fait, le vase de cristal est cassé, eh ben on va peut-être pouvoir faire un procès en concurrence déloyale, en violation de secret d'affaires. Ça n'est que curatif. Ça a juste un avantage, c'est que si on s'inscrit dans cette perspective de la protection des secrets d'affaires, au moins, on mettra en place des bonnes pratiques, par exemple signer des accords de confidentialité qui tiennent un petit peu la route et qui ne sont pas des formulaires copier-coller
trouver sur Internet. Par exemple, dater, c'est-à-dire donner une date certaine, parce que le nombre de gens qui viennent nous voir en disant « Ah, on m'a piqué tel projet, tel élément d'information hyper confidentiel, et c'est moi qui avais eu l'idée le premier. » Ah oui, mais prouvez-le, démontrez-le. Et quand on arrive devant le tribunal, que pensez-vous que dit l'autre? Ah non, c'est moi qui ai eu l'idée en premier. En tout cas, c'est à vous de le démontrer. Trop tard, je n'ai pas la preuve, parce que c'est sur un fond de discussion. Donc, quelques précautions élémentaires, ça n'est que curatif, malheureusement. Le mieux, c'est quand même le préventif, comme on l'a évoqué tout à l'heure. D'accord, très bien. Alors, on le voit, les risques sont nombreux. Les conséquences pour l'entreprise sont loin d'être neutres. On reverra tout à l'heure, quand on terminera sur la partie assurance, que là encore, quand le sinistre survient, il y a des choses à faire au niveau du droit, il y a des choses à faire au niveau de la technique. Nous, ce qui nous semblait important à ce stade de la conférence, c'est aussi de vous dire, bon, le rôle de Verling, c'est bien sûr de mettre en place des solutions d'assurance, mais c'est aussi de vous donner les moyens d'évaluer votre risque. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que David met à notre disposition un outil qui est sur le web. On va vous donner une illustration là, sur un slide pour vous permettre un petit peu de voir. On va vous proposer demain, on va vous envoyer un lien qui va vous permettre de faire une première évaluation de votre risque cyber. Donc, vous allez voir sur le slide un exemple de questionnement. Tu peux nous en dire deux mots, David, un petit peu? Bon, déjà, les données sont cryptées et sécurisées, ceux qui sont amenés à remplir cet outil. Je tiens à le préciser. Je veux dire que les conseils qu'on va donner, on se les applique à nous-mêmes. Voilà. Bon, très bien. Du monde essaye, comme toujours. Avec l'équipe, puisque j'ai la chance de travailler avec une équipe formidable, qui ont entre 20 et 23 ans, donc beaucoup plus jeunes que moi. Donc, je suis amené à travailler avec ces jeunes qui sont aujourd'hui dans le web du matin au soir. Donc, en l'occurrence, on a voulu faire en sorte que ce questionnaire soit accessible à tous et repose en fait sur 4 piliers très simples. Il faut toujours utiliser des termes techniques pour dire qu'on connaît et que les autres ne connaissent pas. L'efficacité d'une mise en sécurité ou du moins d'une identification du risque et que chacun puisse donner son idée et son avis. Et ça, comme ça concerne tout le monde, on a voulu reposer sur 4 piliers très simples. Le premier, sécurité des systèmes d'information. Tout simplement, avez-vous été amené à mettre en place en fait, une politique d'attribution des données ou des matériels à vos collaborateurs? Savoir où sont et où l'informatique. Puisque c'est nomade par nature, il faut juste savoir à quel endroit ça se retrouve. Ça permet simplement, au cas de départ d'un salarié, de récupérer purement et simplement l'ordinateur et les données. Sécurité du réseau, on va parler par exemple, si on parle d'incendie, on va parler de mur ou de feu, alors on va parler de firewall, c'est-à-dire comment votre réseau fermé, comment une personne peut être amenée à y rentrer et où, comment ces données peuvent sortir de chez vous. On va être amené à discuter justement quelle stratégie vous avez amené à mettre en place. D'ailleurs, facteur humain, c'est le principal. Et encore heureux, et une fois de plus, on considère aujourd'hui, quels que soient les risques, 99%, 99,9% des accidents potentiels, dangers ou fuites viennent du facteur humain. Ça veut dire que le facteur humain, 99%, peut devenir une source de solution. Le facteur humain, c'est reposer sur un travail de sensibilisation. Et sensibiliser, ça veut dire, je reçois un mail, je ne sais pas s'il est malveillant ou bienveillant, eh bien, une formation ou une sensibilisation peut permettre justement de se dire, je clique ou je ne clique pas. Je crois que maintenant, on reçoit aussi des mails phishing, on n'a même plus besoin de cliquer. D'où la nécessité d'avoir des sécurités réseau. Et enfin, l'incident et gestion de crise. Malheureusement, on peut être attaqué. La meilleure façon de limiter la casse, d'être assisté justement de façon à la fois juridique et conseil par des personnes aussi spécialistes de notre humain. Piloter tout ça par son risque manager et principalement son courtier d'assurance. Et demander aux techniciens tout de suite d'intervenir, même si en sachant qu'aujourd'hui, l'État a mis à disposition un système qui s'appelle donc cybergouvernement, dans lequel vous pouvez être mis en relation avec des prestataires comme nous pour venir vous déviraliser. La meilleure des choses, c'est justement d'utiliser les parties prenantes qui vous connaissent bien. Ce questionnaire, vous le remplissez tout simplement. Il y a une dizaine de questions, vous appuyez, vous allez avoir en fait une mosaïque qui est représentée à gauche, et plus cette mosaïque est fleurie, et bien comme un champ, puisqu'il y aura eu du soleil, et bien plus vous êtes à l'abri. Si cette mosaïque est justement un petit peu fermée, et bien lorsque vous recevrez ce rapport, il sera proposé justement d'en discuter avec votre risque manager externe qui est mieux placé qui va coûter l'assurance avant le paiement. Voilà, donc vous recevrez un lien qui vous permet de vous auto-évaluer en quelque sorte. C'est évidemment parfaitement gratuit, confidentiel.
cette information ne sera communiquée à aucun tiers, ça va sans dire. Donc, merci, on peut enlever le slide sur le sujet. On est là donc, face à un risque qu'on a maintenant à peu près évalué. On voit que grâce à Risque-Attitude, on va pouvoir s'évaluer pour voir un petit peu ce qu'on a derrière. Quels sont en gros les grands conseils qu'on peut donner? Ce que tu viens de dire est super important, le risque humain est majeur. D'accord? Et on peut vous dire qu'on soit seul ou qu'on soit dans une entreprise de 5000 personnes, ça sera toujours les risques humains qui sera le plus élevé. J'étais chez un client ce matin qui m'expliquait qu'en fait, en moyenne, 3 mois après le départ d'un collaborateur, eh bien, on constatait que le code d'accès, la carte pour aller au local archive ou aller au parking de l'entreprise est toujours active. Que l'email fonctionne toujours. Enfin, 3 petits points. Donc, à nous à être vigilants. Et on l'a dit tout à l'heure, le chef d'entreprise ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité si un de ses collaborateurs a commis une erreur ou une malveillance. Donc, il faut être extrêmement attentif. En termes de conseils, la loi secret des affaires, donc on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des parades, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour être mieux protégé dans l'entreprise? Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la charte informatique. C'est quelque chose qui est assez usité dans les ETI et dans les entreprises. Ce n'est pas forcément quelque chose de naturel pour toutes les entreprises. C'est quoi une charte informatique déjà? Quels conseils on peut donner par rapport à ça? Alors, la charte informatique, c'est une annexe du règlement intérieur. Pendant de nombreuses années, on la mettait en place à la base d'un mémo, tout ça. La réalité, c'est que ça a la nature juridique, ça a la couleur et c'est du règlement intérieur. C'est l'annexe du règlement intérieur qui va préciser plus ou moins de manière détaillée. Moi, je préfère que ça ne soit pas trop détaillé parce qu'autrement, il faut la changer tous les 3 mois. Vous comprenez que les technologies évoluent très, très vite. La charte informatique, le mieux, c'est qu'elle fasse 3 à 4 pages et qu'elle pose des grands principes. Et c'est une annexe du règlement intérieur. Ça signifie que ça doit être porté à la connaissance des salariés. Dans les entreprises dotées d'institutions représentatives personnelles, comités d'entreprise et autres, il y a un formalisme, peu importe le détail. La réalité, aujourd'hui, on constate, c'est dommage, mais c'est ainsi, et ça veut dire que plein de choses restent à faire, c'est que la majorité des chartes informatiques, quand elles existent, sont un peu anciennes, voire trop. Un autre défaut, donc c'est trop ancienne ou trop généraliste, c'est-à-dire pas du tout adapté à l'activité de cette entreprise. On a des entreprises qui, par souhait de bien faire, ont fait un copier-coller d'un formulaire qu'on trouve dans des revues professionnelles. Et quand vous demandez aux gens, mais par rapport à chez vous, là, ça n'a rien à voir. C'est complètement discordant. Ça n'est pas du tout cohérent. Donc, il y a un premier travail qui est de prendre des modèles. Il y en a un sur le site de la clinique qui est plutôt pas mal, plutôt bien. Il faut saluer le fait que la Commission informatique et liberté participe à de la pédagogie à ce sujet. Et puis après, il faut l'adapter raisonnablement sans rentrer trop dans le détail. Rien n'est pire que le document qui fait 40 pages et qui va vous dire de manière détaillée sur la version Android 7, il faut faire telle et telle chose. Parce que le jour où ça rentre en vigueur, c'est déjà obsolète, c'est déjà complètement dépassé. Donc on a cet outil qui doit être l'occasion, je rebondis sur le quiz de la cybersécurité, qui peut être l'occasion, par exemple, de mettre à plat l'attribution des droits. Qu'est-ce que ça signifie l'attribution des droits? Ça signifie qu'avec mon mot de passe, à quoi vais-je avoir accès dans l'entreprise? Il est logique qu'un directeur des ressources humaines ait accès à tous les bulletins de salaire. Il n'est pas logique qu'une personne, de manière non discriminée, non différenciée, parce qu'elle a accès à
système d'information de l'entreprise, puisse avoir accès à tout. Je croisais tout à l'heure un militaire chargé de cybersécurité qui me disait en langage militaire, en jargon militaire, ça s'exprime par le besoin d'en connaître. Il faut se poser la question de chacun à sa place. Oui, il faut avoir une vision de l'entreprise, mais pas une vision angélique naïve, même en appliquant des principes de management collaboratif, des principes où on se dit aussi, mais quand même, les collaborateurs ont vocation à quitter l'entreprise, c'est naturel, ça n'est pas du tout un problème, il faut l'anticiper. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les droits le lendemain de leur départ, pas 3 mois plus tard, et puis on prend un minimum de précautions en ne donnant pas les mêmes droits à tout le monde sur tout l'ensemble du système d'information. En général, quand on pose la question chez l'entreprise, il sait bien ou elle sait bien que chez lui ou elle, il y a 3 fragilités. Simplement, ça fait des années qu'on ne les a pas regardées. La loi, notamment le règlement sur les données personnelles, dit quand une de ces fragilités touche aux données à caractère personnel, en parenthèse, la définition est tellement large qu'en fait, il y a plein de fichiers à caractère personnel, la loi vous oblige à prendre des précautions. Pour une fois, c'est une loi qui est vertueuse, elle ne vous embête pas, elle vous dit faites attention, prenez des précautions raisonnables. Ça n'est pas plus mal, ça va permettre de protéger l'actif immatériel des entreprises, et on sait que c'est une grande source de chiffre d'affaires et de richesse pour aussi notre pays, quoi, un peu cocorico. Ouais, merci beaucoup, c'est extrêmement clair. On va passer maintenant à 10 conseils d'hygiène numérique. Donc, on vous a préparé un petit slide avec 10 points clés. Alors, on aurait pu en mettre 30, on aurait pu en mettre 50. Je pense que déjà, si vous arrivez à mettre en œuvre ces 10 points clés, vous aurez déjà grandement progressé sur le risque humain, parce que vous allez voir que bien souvent, c'est des sujets de comportement. Donc, David, si tu peux en prendre quelques-uns parmi ceux-là. Alors, je précise juste qu'évidemment, vous allez recevoir les slides de cette présentation dès demain, et qu'en conséquence, ne soyez pas inquiets, vous n'avez pas à les gratter à la saisie. On va bien évidemment vous envoyer tout ça. Donc, parmi les 10 points qui sont là, est-ce qu'il y en a certains sur lesquels tu souhaites vraiment donner un éclairage? Déjà le premier, les 4 premiers, ou même les 3 premiers, on parle du mot de passe. Le mot de passe, c'est compliqué puisqu'on a plusieurs systèmes d'information, perso, pro, parfois même pro, on en a plusieurs, et donc on se dit, bon, je vais mettre le mot de passe identique à tous les systèmes, et le jour où le mot de passe est trouvé, eh bien, tous les systèmes sont ouverts. Un mot de passe, c'est une technique simple qui n'apparaît pas ici, une technique militaire qui est utilisée, qui est ultra facile, qui vous permet d'avoir en vous-même en fait, un logiciel intégré de création de mots de passe. Tous les trimestres, vous avez sûrement une phrase qui vous concerne. Cette phrase, moi en l'occurrence, je vais vous la dire, mais mon mot de passe n'est pas issu de cette phrase-là. Chaque jour, je conduis ma fille, Charlotte, qui a 12 ans, à l'école au 46 route Cantagallo. Une fois que cette phrase est écrite, vous prenez la première lettre et les chiffres, vous les descendez, et vous vous retrouvez avec un mot de passe digne de la NASA. Donc, j'écris la phrase sur mon bureau, c'est ça? Alors, vous l'écrivez sur le bureau, vous l'écrivez éventuellement sur un tableau, sur un non, mais le problème, c'est ces post-it-là, hein, et puis ces informations-là. Et une fois que vous avez fait ce mot de passe-là, ben, vous le gardez. De toute façon, il y a vous qui le connaissez. Le deuxième, proscrire les clés USB. Aujourd'hui, on peut piloter avec une clé USB un clavier numérique. Donc, en l'occurrence, vous comprenez bien que les clés USB ou autres supports mobiles peuvent être particulièrement sensibles, voire à supprimer. Un petit point là-dessus, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui neutralisent les ports USB des PC pour éviter tout simplement qu'on utilise des clés USB parce que réellement, c'est le vecteur numéro 1 d'attaque virale. Donc, on ne va pas jouer les ayatollahs du truc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais objectivement, la clé USB, c'est obsolète, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, vous pouvez partager des fichiers lourds par le cloud, il y a Dropbox, il y a d'autres systèmes qui sont... Voilà. Oui. Il y a peut-être des choses plus protégées. Voilà. Oui, effectivement, que USB ou autres supports sont dangereux, et puis effectivement, peut-être à éviter. Fermer les ports USB, c'est ouvrir les ports sur d'autres systèmes.
Donc, en fait, il n'y a pas de règle dessus, sauf qu'il faut encadrer purement et simplement l'usage de clés USB à tout moment et à tout instant. Les serveurs ou les logiciels de transfert d'informations nécessitent, et là je donne un exemple concret, vous avez tous ou toutes un prestataire informatique. Aujourd'hui, on est dans la politique du temps, just in time, et donc aujourd'hui on ne se déplace plus. Donc quand on a son prestataire informatique, eh bien, on lui demande une intervention sur son ordi, et puis il va se connecter avec des systèmes type TeamViewer, on connaît. TeamViewer est une possibilité, on a la possibilité de l'avoir gratuitement. Et en l'occurrence, vous avez une personne que vous ne connaissez pas, qui est une société de prestations informatiques potentielle payée, qui va intervenir sur votre écran. La meilleure façon déjà, c'est de demander la photocopie, ou du moins une attestation comme quoi le prestataire informatique a bien une licence professionnelle. En prenant une licence professionnelle, le prestataire, vous-même en tant que client, vous êtes sécurisé au niveau des données. Elles sont cryptées. Si c'est un accès gratuit, ce n'est pas sécurisé. On ne sait pas qui se met entre votre prestataire ou vous-même. Voire même, on ne sait pas si le prestataire a sous-traité aussi. Donc, attention à ces systèmes d'information, enfin des systèmes qui vous permettent de rentrer à l'intérieur de votre système sans être déplacé. Les données Wi-Fi, on est tous connectables sur le Wi-Fi, Wi-Fi gratuit, Wi-Fi test, Wi-Fi invité et autres. C'est surtout à l'étranger que ça peut être très dangereux. Mais on va même jusqu'au Bluetooth. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez récupérer les appareils avec même le tutoriel d'utilisation pour aller récupérer les cartes à moins de 10 cm de vous par le Bluetooth. On a toujours nos téléphones qui sont connectés. On est bien évidemment obligé d'être connecté en Wi-Fi, on est bien obligé d'être connecté en Bluetooth. C'est pour ça que là, même si on doit éviter, la donnée d'information qui est baladée sur l'ordinateur doit être extrêmement sécurisée. On ne met pas toutes ces données d'information sur un PC portable pour aller en déplacement professionnel. Vous pouvez être amené à ce moment-là d'avoir soit un système qu'on appelle VPN, qui vous donnera un accès de l'extérieur vers vos données d'information. Et si on ne veut pas se casser la tête avec ça, eh bien, quand on va avoir un client, on ne téléchargera sur le PC que la donnée de ce client-là, et pas toutes les données d'information. Ne pas avoir des pièces jointes provenant des destinataires inconnus ou douteux. Il y a une technique toute simple par rapport à ça. Et bien surtout que, à partir du moment où vous recevez un mail d'une personne pour qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 48 heures, alors que c'est censé être un prestataire ou un client important, vous pouvez vous poser la question. Sur 30 mails reçus, un mail est un mail phishing, un mail d'amorçage. Ces chiffres-là, c'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, on est sur 30 mails reçus. Les statistiques sont plutôt évaluées à plus de 15 mails phishing. Alors, j'ai un exemple qui m'a été donné aussi assez récemment d'un prestataire en sécurité informatique qui disait que la grande mode du phishing aujourd'hui, c'était les jeux concours. Ce qu'ils font dans les grandes entreprises, c'est qu'ils mettent le logo de la boîte avec le CE à côté. Donc voilà, jeu concours du comité d'entreprise, gagner un iPad, on clique, voilà, ça y est, on est fiché. Mais ça fonctionne également aujourd'hui sur à la fois le particulier et sur les PME et les pros, où avec des systèmes un peu différents, vous avez des recherches d'informations et donc c'est assez problématique. Alors, puisqu'on est dans la tendance, effectivement, la nouvelle tendance depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, en ce qui nous concerne, on est accrédité l'État de la délégation interministérielle en cybercriminalité. On est un petit peu au courant des nouvelles techniques. On est amené à faire de la protection en amont, on fait de la prévention. La grande mode aujourd'hui d'attaque, c'est les applications malveillantes. Elles peuvent être créées très facilement. Aujourd'hui, créer une application, ça se fait en 48 heures, une semaine. Et dedans, vous allez y mettre en fait des mouchards et des informations très sensibles. Le conseil à donner, ne téléchargez jamais d'application gratuite ou payante, ce que vous voulez, à part les distributeurs officiels ou référencés. Ne jamais installer une application sur votre téléphone portable qui n'a pas fait l'office d'un contrôle et de sécurité surveillante du fournisseur d'accès. Il sera sûrement avec possibilité de le transmettre. Vos téléphones portables sont aujourd'hui dans le Grow on Your Own Device dans les entreprises. Pour faire simple, c'est le meilleur mouchard qui puisse exister au monde. Donc ce téléphone portable dans lequel on a tout nécessite de ne pas avoir des applications. C'est un téléphone portable professionnel privé. Et quand c'est un téléphone privé, ne pas avoir des applications d'ordre professionnel. Très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Il nous reste un petit quart d'heure maintenant pour passer sur le volet assurance. Juste avant de passer sur le volet assurance, encore un dernier exemple. On a tous été concernés par le fait de vouloir transformer un fichier Word en fichier
fichier PDF pour l'envoyer rapidement, mais ça prend moins de place, etc. Sachez que les logiciels que vous tapez, si vous tapez Word vers PDF dans Google, les premiers logiciels qu'on va vous proposer sont des logiciels de sociétés qui sont en Asie et qui donc récupèrent vos documents, les transforment en PDF, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font de vos documents. Donc un document sensible, aujourd'hui, il ne faut surtout plus utiliser ce genre d'outil. Malheureusement, c'est arrivé et on a un cas d'une entreprise qui s'est vue en fait dans une situation délicate de faille de sécurité par un procédé comme ça où en fait l'assistante, voulant bien faire pour répondre tout de suite aux besoins d'un ingénieur, a utilisé un logiciel externe et ce logiciel externe a fait que les données étaient sensibles sur un dossier très sensible sont passées sur un logiciel qui a diffusé l'information après. Donc soyons très attentifs. Alors voilà, on va passer au sujet assurantiel. Sur le sujet déjà, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, vous avez besoin d'être à la fois garanti et accompagné. D'accord ? C'est extrêmement important d'avoir les deux. Il y a encore 3-4 ans, les contrats du marché étaient essentiellement des contrats indemnitaires. C'est-à-dire que c'est déjà bien, c'est important. C'est-à-dire qu'on vous indemnisait des frais supplémentaires à mettre en œuvre pour que votre système d'information soit reconstitué, qu'on puisse en effet finalement financer tout ça et avec les pertes d'exploitation, pertes de chiffre d'affaires éventuelles. Malheureusement, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Et donc, les contrats du marché aujourd'hui ont vraiment bien progressé. Je ne vais pas faire la pub d'un assureur plutôt qu'un autre. Entendez que c'est un domaine d'innovation majeure dans un métier qui était assez atone ces dernières années. C'est là où, en fait, les assureurs sont le plus en compétition. Donc, chez Verlingue, on a fait le choix, d'une part, de travailler avec les leaders du marché et d'autre part, également d'être un peu plus exigeant sur le fait que nous souhaitons que la partie accompagnement soit vraiment au cœur du dispositif. Parce qu'une entreprise bien indemnisée peut être une entreprise qui est plantée. Pourquoi ? Parce qu'il est indispensable qu'au moment où vous découvrez que vous êtes victime d'une attaque, en T0, il faut que vous ayez une équipe d'experts à vos côtés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'assureurs qui ont compris qu'il fallait qu'ils sortent du schéma traditionnel indemnitaire pour être en capacité, dès le T0, à être à vos côtés avec une seule personne qui va être capable de décider de faire intervenir un avocat, de faire intervenir un expert informatique, de faire intervenir un expert en gestion de crise, pour faire en sorte que, dès le départ, les frais soient engagés pour que vous puissiez tout de suite vous prémunir de tout ce qui peut vous arriver. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous faire le détail de l'ensemble des garanties, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est un peu technique a fortiori, mais entendez bien cette chose, il est juste indispensable que vous soyez bien prémunis contre ceci. Il y avait un second slide sur le sujet. Donc, entendez bien, les nouveaux contrats du marché sont extrêmement attentifs, justement, voilà, pour que vous puissiez avoir dès le premier moment une protection avec des experts, des assistants, etc. Si on synthétise un petit peu ce qu'on vient de dire, les risques, on les a vus. Vous avez besoin de scanner vos vulnérabilités, on vient de vous dire, un premier niveau d'autoscan vous est accessible dès demain grâce à notre partenaire. La protection nécessite qu'on fasse tout de suite intervenir les bons experts pour que vous bénéficiez des bons conseils, y compris de votre assureur. D'accord ? Par rapport à ça, nous avons évidemment des couvertures qui peuvent vous permettre d'être bien assuré. Le sujet, en fait, c'est que pour beaucoup, c'est un risque informatique. Donc, on se dit, mais pourquoi ce n'est pas couvert dans la risque informatique ? On l'a vu tout à l'heure, c'est en même temps un risque de responsabilité civile. On vient de le voir, c'est un risque qui nécessite de l'assistance. D'accord ? Donc, là où nous sommes extrêmement attentifs,
c'est que cette couverture d'assurance, ce n'est pas l'appendice d'un contrat, ce n'est pas l'option d'un contrat à responsabilité civile, c'est une garantie à part entière. C'est un risque à part entière. Notre conviction, et je ne dis pas que c'est une vérité, en tous les cas, c'est notre conviction, c'est qu'il ne faut pas mélanger les sujets. D'accord ? Vous avez un contrat de responsabilité civile professionnelle, il est là pour couvrir les risques de votre activité, les risques de votre profession. Le risque cyber, c'est un risque qui mérite d'être traité à part. Ce n'est pas forcément plus cher de le traiter à part que dedans un contrat de responsabilité ou autre, mais c'est vraiment important. Donc, concrètement, quand le risque survient, donc on va financer l'avocat, et l'avocat fait quoi quand le risque survient? Alors, la première chose, évidemment, avant de rechercher l'indemnisation dans l'approche de l'assureur, c'est de limiter les dégâts. Donc, il y a des aspects techniques, technico-techniques, rétablir les sauvegardes, etc. Et puis, il y a des premiers pas à adopter de suite. Et quand on a affaire à un sinistre informatique, que ce soit une malveillance ou une breach, une violation de données, pardon, vous avez l'obligation, par exemple, de déclarer cette perte de données à la CNIL. Et ça, c'est dans un délai très rapide, dans le délai de 72 heures. Ensuite, il peut y avoir, dans certaines entreprises, des obligations contractuelles qu'il faut mettre en œuvre immédiatement en fonction du sinistre, selon le sinistre. Ensuite, on peut saisir les services de police de gendarmerie qui ont quand même aujourd'hui des pouvoirs d'investigation plutôt efficaces. Vous tomberez peut-être sur un super pirate qui est dans un pays exotique, qui s'est protégé par 25 couches de VPN, etc., comme on voit dans les séries. Et ça existe. Néanmoins, il y a toute une catégorie de cybersinistres, on va dire, qui sont le fait de gens qui sont tellement convaincus d'être les parangons de l'intelligence sur Terre, les héritiers de Mark Zuckerberg, qu'ils laissent des traces partout, des logs, etc., etc. Et qu'en agissant très très vite, les services de police peuvent parfois remonter. Moi, j'ai eu des cas où ça a été fait avec plutôt de l'efficacité. Voilà. Donc, il y a toute une panoplie. La meilleure chose étant de faire ce qui a permis le 11 septembre d'avoir, c'est dramatique, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de dire, si peu de morts au World Trade Center, c'est qu'un mois et demi avant, il y a eu un exercice d'évacuation. Et parce que cet exercice d'évacuation avait fait apparaître des morts, on avait repris la gestion de crise et l'évacuation le 11 septembre a été faite le plus efficacement possible. Eh bien, la meilleure préparation, c'est de simuler le crash test. Que se passe-t-il si j'arrive un matin et que je m'aperçois que tous mes ordinateurs ont la fameuse couverture rouge, attention, vous devez payer 3 bitcoins ou 30 bitcoins, que sais-je, payez ou ne payez pas, de toute façon, vous avez peu de chance de recevoir quoi que ce soit, ou alors si mes serveurs ont pris feu. Si mon prestataire informatique, on va citer Dropbox, mais il y a une foultitude de prestataires, vous envoie un petit mail en disant « Oups, désolé, on a perdu vos données ». Ça arrive même aux meilleurs, même aux plus réputés, au plan mondial. Voilà. Donc, il faut faire des exercices d'alerte. Vous savez quoi, quand vous êtes dans un immeuble qui reçoit plus de 10 personnes, je crois, une fois par an, on doit appuyer sur le bouton de la sirène pour faire un exercice d'alerte et puis on doit utiliser la version 0, c'est un sifflet à roulette. Hein. Faisons un exercice comme ça. Que se passe-t-il si demain, j'allume mon ordinateur et je n'ai plus rien? Que se passe-t-il si, dans le train, je me fais voler mon ordinateur? J'ai un minimum parce que j'ai mis en place une mot de passe. Mon enfant de 12 ans, etc., j'ai bien entendu. Mais voilà. Et on doit faire des répétitions avec, comme dans l'avion qui est en train de connaître une petite difficulté, la checklist qui est accessible à tout moment, parce qu'évidemment, le sinistre, il arrive en général le 12 août, lorsque l'administrateur système est en vacances, son remplaçant est déjà parti, etc., etc. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Excusez-moi, juste une question, comment je sensibilise les équipes?
Alors voilà, c'est ce que j'ai dit. Il nous reste deux questions à traiter. La première, donc, c'est l'assurance des risques cyber. Nécessite un lourd questionnaire. Alors, c'était le cas il n'y a pas si longtemps où, en effet, les assureurs demandaient énormément d'informations. Nous avons été l'un des courtiers précurseurs en la matière en allant voir les assureurs en leur disant deux choses. La première, les questionnaires, bien souvent, regardent les risques du passé. Or, malheureusement, les nouvelles formes de cybercriminalité sont peu prévisibles par un questionnaire. Et la deuxième chose, c'est que on a préféré demander aux assureurs d'évaluer plutôt la conscience du risque cyber de nos clients et de restreindre à très très peu de questions. Donc aujourd'hui, on peut souscrire avec un minimum de questions donc sur le sujet. Donc c'est très simple à souscrire. Ça, c'est le point essentiel. Et comme je vous l'ai dit, en fait, on a négocié des conditions particulières avec plusieurs assureurs qui nous permettent aujourd'hui de répondre extrêmement rapidement pour la souscription de ce genre de risque. Et les conditions tarifaires ont chuté d'une manière phénoménale. Aujourd'hui, sur les premiers niveaux de couverture, on est sur des budgets qui sont vraiment bien inférieurs au budget que vous payez aujourd'hui, notamment en RC professionnel. Ça va sans dire. Et en effet, la deuxième question, comment je sensibilise mes équipes? On terminera là-dessus. Si je veux de la fin. Merci. Comment sensibiliser mes équipes? En leur posant la question, en les écoutant. On est parfois souvent surpris de croire qu'on est seul dans une entreprise, mais la solidarité dans une entreprise et partager la culture du risque, que ce soit cyber ou autre, avec ses collaborateurs ou collaboratrices. Parfois, les solutions viennent de tout simplement. Et quelque part, c'est la manière de valoriser la maîtrise de ce risque cyber, c'est en faisant partager tous et toutes autour de ce même risque pour éviter d'avoir un détournement d'information. Un grand merci. Donc voilà, on a tenu à peu près les délais. J'espère que cette heure passée ensemble n'a pas plus alarmé ceux qui l'étaient déjà. Notre souci, ce n'est pas tellement de jouer les Cassandres, c'est vraiment de vous donner des moyens simples de vous prémunir d'abord du risque. Et comme parfois la protection ne suffit pas, eh bien c'est en effet d'avoir le transfert à l'assureur sur la perte financière et sur l'accompagnement. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Débranchez-vous, allez tout de suite voir si vous êtes OK avec les 10 conseils qu'on a donnés tout à l'heure. Et dès demain, on est là avec les équipes de Verein, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions et vous permettre de continuer à améliorer votre gestion des risques. Excellente fin de journée à vous et à très bientôt.